C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je vais attendre encore un tout petit instant que nous ayons tous les participants qui rejoignent notre séminaire d'aujourd'hui. Je regarde les statistiques. Ça grimpe tranquillement, mais on ne va pas se mettre en retard. Alors, j'ai le plaisir au nom de l'ULAM de vous souhaiter la bienvenue pour ce webinaire qui va porter sur la transition numérique, un défi pour les entreprises. Quelques informations sur le déroulement de notre rencontre de ce jour. Alors, nous bénéficions du support technique de l'entreprise MAP de Cossonay qui va gérer le passage de parole et les caméras et micros le cas échéant. Vous pouvez poser des questions via le chat durant les présentations de nos deux intervenants et les questions et réponses, on le fera après les interventions. S'il vous plaît, utilisez le petit panneau questions et réponses et non pas discussion. Ça permettra de contrôler un petit peu mieux le flux d'informations qui arrivera pour les intervenants. Ce webinaire va être enregistré et il sera à disposition en ligne pour les participants. Et plus tard, une vidéo et les slides qui vont vous être présentés seront mis sur le site de l'ULAM. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ULAM? Je pense que pour bon nombre d'entre vous, vous ne savez pas ce que c'est. C'est l'Union lémanique de l'artisanat et des métiers. C'est une institution qui a été constituée en 1993 par convention entre les associations et les organisations économiques et professionnelles de l'artisanat et des métiers de la région du Léman. Et ça s'est fait sous l'égide du Conseil du Léman. Alors, ça représente la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ain, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie, et je remercie mon collègue Vincent Hervier qui nous a aidés pour mettre sur pied ce séminaire, la Fédération patronale vaudoise que je représente, l'Union des associations patronales genevoises, M. Yannick Fournet qui nous a également aidés pour ce séminaire, merci Yannick, et l'Union valaisanne des arts et métiers. Qu'est-ce que c'est? L'ULAM, en fait, a deux groupes de travail, travailler en pays voisins, qui a comme but la mise en commun des informations sur les conditions de travail de part et d'autre de la frontière et qui prépare des plaquettes et des séminaires de formation. Et un autre élément qui est très important pour nous, c'est la formation professionnelle où il y a de l'information et des séminaires et des échanges sectoriels. Pour preuve, on a eu un échange sectoriel qui a été fait au début novembre sur la boucherie, charcuterie et traiteur. Ça s'est passé en 2019 à Bourg-en-Bresse et cette année en Suisse, entre le Vaud et Valais. Mais revenons à notre présentation. Qu'est-ce que c'est que la transition numérique? Qu'est-ce que cela représente pour les entreprises? Nos deux intervenants, Madame Héloïse Sangaré, qui est conseillère numérique auprès de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie, est une spécialiste de la présence numérique des petites et moyennes entreprises. Elle viendra avec des conseils et des appréciations pratiques pour les PME. Et nous avons M. Sébastien Culling, qui est directeur roman de Digital Switzerland. Digital Switzerland est une initiative intersectorielle de grands acteurs suisses visant à faire de la Suisse un pôle d'innovation leader dans le domaine de la numérisation, du numérique. Il amènera ses plus de 20 ans d'expérience dans le marketing et la vente au niveau international. Donc, on a deux profils bien différents, mais surtout complémentaires, qui vont vous faire comprendre les contours et les défis de la transition numérique dans une présentation à 80. Quelques mots sur la transition numérique avant de leur passer la parole. Qu'est-ce que c'est? On ne parle plus du tout de l'introduction de la micro-informatique dans l'entreprise. 95% des entreprises sont informatisées, mais de la présence et de l'implication de la numérisation des rapports entre les acteurs d'une filière de production et la vente. Ce rapport qui, il y a quelques années, passait au travers d'un site web de A vers B, c'est une sorte de catalogue sous une forme digitalisée. Et ça est totalement bouleversé par l'arrivée des réseaux sociaux, des comparateurs en ligne, des nouveaux systèmes de distribution directe et maintenant encore l'arrivée de la blockchain et prochainement probablement du métaverse. Donc, la transition numérique,
Ça représente l'intégration toujours plus importante d'outils informatiques dans la vie quotidienne de l'individu et de l'entreprise. Elle replace et transforme les rapports des entreprises avec leurs partenaires, que ce soit leurs clients, leurs fournisseurs, les employés, les concurrents ou les prospects. Alors, ça crée des boucles de valeur dans les filières de production et plus que d'être de simples outils de promotion, eh bien, entre le produit et les contacts avec le consommateur, business to business ou business to consumer, ça crée des sentiments d'appartenance et qui cherchent à éviter la fuite du consommateur vers d'autres personnes en fermant cette boucle de valeur. Et puis les outils qui sont à disposition, Héloïse vous en parlera plusieurs détails, permettent un ciblage très précis de la clientèle, des prospects et des partenaires d'affaires. Les traces numériques que nous laissons tous les jours sur l'Internet permettent notamment aux grands acteurs d'effectuer un profilage précis de chacun d'entre nous. Les entreprises peuvent bénéficier de ces informations et de quelle manière, comment et à quel but. Voilà les questions et les pistes que vont nous faire découvrir nos deux orateurs du jour, Héloïse et Sébastien. À vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être présente ce matin avec Sébastien pour essayer de définir un petit peu ce qu'est la transition numérique et vous apporter quelques clés, quelques outils, quelques solutions pour pratico-pratique pour essayer de prendre la vague un petit peu du numérique. Avant de commencer, on voulait juste prendre un petit peu la température et essayer de vous solliciter pour savoir, quand on parle de transition numérique, est-ce que ça vous parle? Et surtout, pour vous, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, la transition numérique, en termes de sentiments, en termes d'outils? Donc, on vous laisse juste 10-15 secondes pour essayer de mettre sur justement la discussion ou questions et réponses, en fait, quelques mots-clés qui, pour vous, définissent en fait la transition numérique. Donc, n'hésitez pas à poster les mots, voilà, sur ce que vous ressentez. Est-ce que pour vous, c'est un stress? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous parle? Et pour vous, quelle est votre propre définition de la transition numérique? Donc, je ne sais pas si on a... Personne veut se lancer? On a une question, c'est le tout dématérialisé. OK. D'autres idées? Donc, la notion de transition numérique est assez large. Donc, je vais laisser la parole à Sébastien pour qu'il puisse vous donner une définition assez complète justement de cette transition numérique-là. Merci Héloïse, bonjour à tous. Très heureux aussi d'être avec vous ce matin. Je lis Noémie qui nous dit que c'est pénible mais indispensable. Alors pénible, je pense, parce qu'en fait on parle de transition ou on parle aussi de révolution numérique. Donc je pense comme toute révolution, il y a effectivement quelque chose de pénible qui fait qu'on n'est pas tous emballés par l'idée de vivre cette phase de transition. En fait, la numérique ou la transition numérique, c'est un changement profond de nos habitudes sociales, culturelles, économiques, parce que on utilise des outils, et évidemment les outils restent à notre disposition, l'Internet entre autres, les technologies connectées, des objets connectés, qui fait que la manière de collaborer, d'échanger de l'information se fait en temps réel et se fait de manière ce qu'on appelle un multipoint to multipoint. Donc, ça veut dire que vous allez c'est pas une personne qui diffuse vers une autre, c'est des milliers de personnes ou des millions de personnes qui diffusent vers des millions de personnes. Et donc, ça change complètement la dynamique. On le voit d'ailleurs à travers les réseaux sociaux, hein, c'est une façon de voir comment ça se passe. C'est vrai on est beaucoup plus en contact avec des personnes qui aujourd'hui, qui n'étaient pas, disons, de notre environnement il y a quelques années en arrière. Donc, cette transition numérique, elle change complètement notre rapport aussi à l'humain. Donc, on est vraiment dans une dynamique qui peut faire peur et qu'il faut accompagner. Et je crois que c'est aussi le but du séminaire aujourd'hui, c'est d'accompagner ce changement de la manière la plus, je dirais, factuelle et la plus douce possible.
Héloïse, on peut passer au slide suivant. Voilà. Comme vous le verrez, en fait, la Suisse et la France ont des approches un peu différentes. C'est bien sûr lié à leur culture politique. La France a une approche un peu plus centralisée, la Suisse un peu plus, je dirais, fédéraliste. Donc, comme vous le savez, peut-être la Suisse a été régulièrement, disons, numéro 1 et numéro 2 selon les classements dans l'innovation, classements internationaux. C'est lié d'une part par, je dirais, sa capacité à investir dans les nouvelles technologies, pas au niveau étatique, mais au niveau privé. Elle a aussi une demande de brevet par million d'habitants qui fait parmi les plus hautes du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une consolidation, les grands groupes pharmaceutiques, Nestlé, par exemple, aussi consolident l'ensemble de leur innovation sur terre helvétique. Donc, même si elles sont inventées à l'étranger, elles sont consolidées en Suisse. Donc, ça donne aussi peut-être un biais par rapport à ça, mais ça reste quand même un environnement propice à l'innovation. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la Suisse a ce classement, je dirais, très favorable en ce qui concerne sa place dans le monde. On le voit aussi à travers les différents, disons, pouvoirs d'attraction de la Suisse, en l'occurrence sur les talents, par exemple. Le fait qu'elle ait alors c'est vrai, les salaires un peu plus élevés que d'autres pays, le fait aussi qu'elle puisse avoir un niveau, une qualité de vie supérieure à peut-être certains pays dans le reste du monde, fait qu'elle attire des talents du monde entier et ça lui donne aussi un avantage compétitif par rapport à d'autres pays. Héloïse, tu peux passer, voilà, je te laisse donner le commentaire sur la France. Héloïse, tu es en mute, je crois. Merci. L'idée de la France, c'est que ça va être les politiques publiques qui vont essayer de développer et de mettre en place des budgets, des plateformes d'État pour essayer de développer le numérique, ce qu'on appelle le Conseil national du numérique, qui a mis en place depuis quelques années une vraie politique publique de développement du numérique qui va passer en fait par plusieurs étapes, c'est-à-dire d'abord le déblocage de fonds. On est sur 908 millions d'euros débloqués au niveau de la France pour essayer d'amener la France, les citoyens, vers une digitalisation un peu globale. Donc, ça va passer à la fois par l'accès, l'infrastructure, c'est-à-dire l'accès en fait à la fibre pour tous, pour justement essayer de rapprocher un petit peu les territoires et d'avoir des territoires un peu plus attractifs en termes de connectivité. Ça va être aussi la montée en compétence en fait du public et puis des citoyens par le biais justement de mise en place de conseillers numériques pour essayer de guider les gens, essayer de les faire monter en compétences, comme on peut le faire en interne au niveau de nos structures respectives. Et puis, ça va être aussi de rendre accessible et de simplifier en fait l'accès aux démarches publiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir cette politique publique comme quelque chose de très global. Et donc, on n'est pas juste sur la mise en place d'outils ou la mise en place de montée en compétences, c'est que ça peut pas être fait uniquement sur juste un seul poste. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez transversal et d'avoir une politique logique de montée en compétences et de développement de cette transition numérique-là. Et puis, je pense que Sébastien prendra le relais, qu'en Suisse, c'est également la même chose, en fait. Oui, alors pour certains éléments, c'est la même chose. C'est vrai que la Suisse, la politique publique du numérique en Suisse est totalement, je dirais, réduite en termes d'impact financier, puisque la décision, c'est de dire, nous mettons en place une dynamique vertueuse du numérique, mais nous ne la finançons pas. Donc, c'est vrai que le privé doit trouver son chemin de manière indépendante. Alors, entre autres, l'initiative Digital Switzerland est née du privé. C'est plus de 220 organisations publiques, privées, NGO, NPO, académiques, qui ensemble travaillent main dans la main pour justement faire cette transition numérique. Donc, on voit que l'approche est différente avec des objectifs qui sont les mêmes, qui sont effectivement d'accompagner le changement, de développer des écosystèmes, de permettre à la population de se sentir, disons, accompagnée et guidée dans cette transition numérique. Alors évidemment, comme toujours, quand il y a révolution et ou alors transition selon la perception, on est dans une balance, un changement d'équilibre avec d'un côté les éléments qui nous font, je dirais, envie et qui nous stimulent, et puis de l'autre côté,
les peurs et les inégalités qui sont liées à ces changements. Donc, quand on est dans un monde de ce type-là, ce qui nous motive, c'est de faire évoluer son environnement, son entreprise, d'apporter de la valeur ajoutée, de se réinventer, de développer des nouvelles offres. Clairement, ça, c'est des éléments qui nous stimulent. Mais de l'autre côté, on ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne sait pas si on sera d'une part en environnement où on aura toujours notre place dans cet écosystème, si notre société, compagnie va survivre, si on aura toujours, disons, l'accès à toutes ces nouvelles technologies. Donc, toutes ces questions-là sont tout à fait légitimes. Et je crois qu'il ne faut pas se voiler la face et avoir une politique, je dirais, très ouverte et très transparente. Je pense que la transparence fait aussi partie de la révolution numérique parce qu'elle oblige l'ensemble des acteurs à collaborer et à échanger l'information dont ils possèdent. Et puis, ça, c'est une analyse qui a été faite par McKinsey, qui a été confirmée par l'Office fédéral de la statistique en Suisse. On parle d'un remplacement de jobs, disons une suppression d'entre 1 million et 1,2 million de jobs qui vont être supprimés suite à l'automatisation, à la digitalisation. Et on va en créer à peu près autant, entre 800 000 et 1,2 million. Alors, les chiffres de la France sont évidemment beaucoup plus importants, mais l'équilibre devrait être plus ou moins le même. Donc, on parle en fait d'un changement d'activité. On dit aussi qu'environ 2/3 des jobs de demain ne sont pas connus aujourd'hui. Donc, ça montre à quel point on parle vraiment de révolution. C'est un peu… il y a eu d'autres révolutions industrielles dans le passé. Quand on a passé la révolution industrielle liée à l'arrivée de l'électricité, liée au chemin de fer, enfin, entre autres, il y a toute une série qui montre à quel point on est dans cette même dynamique de changement. Tu peux passer, Héloïse. Voilà. Donc, on a vu que voilà, les choses changent, mais les choses vont changer aussi. Donc, en dehors des politiques publiques et politiques d'État, il y a aussi un changement de comportement de la part des consommateurs et puis des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on n'est plus vraiment dans une communication qui est plutôt descendante. C'est-à-dire que le client, quand il choisit un produit, il choisit une entreprise, il choisit un service, il a à disposition aujourd'hui de plus en plus de canaux de communication et des canaux de distribution. Donc, vous, en tant qu'entreprise, ça va être se dire par quel biais je peux aller aujourd'hui toucher mon futur prospect, mon futur client, en fait. C'est-à-dire qu'on est passé, en fait, à une communication qui était très descendante, c'est-à-dire qu'avec les médias traditionnels, que ce soit le print, que ce soit la radio, la télévision, l'entreprise, en fait, donnait de l'information. Aujourd'hui, on est passé sur une communication qui est assez transversale et la notion que je voulais aborder avec cette slide-là, c'était le côté interactivité, interaction et le côté prescripteur. C'est qu'aujourd'hui, si vous décidez en fait d'être présent au niveau du digital, d'essayer de développer des outils numériques, il faut prendre en considération que les gens vont parler, les gens vont demander des avis, les gens vont commenter vos produits et vos services. Et c'est une notion qui est très importante à prendre en compte pour essayer de maîtriser après derrière tous ces outils-là. Et cette notion de client prescripteur, cette notion d'interaction avec les clients, c'est ce qui change aussi et c'est ce qui la digitalisation a changé dans le rapport à l'entreprise en fait. Je voulais juste faire un petit état des lieux en fait en termes de chiffres. La digitalisation a commencé il y a quelques temps déjà, mais avec la crise sanitaire, ça a accéléré en fait les choses. C'est-à-dire que quelques chiffres clés, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 78% des dirigeants qui estiment que le numérique représente un réel bénéfice. Avant la crise, on était à 68%. Un autre chiffre clé, ça va être le fait qu'avant la crise sanitaire, on n'avait que 37% des entreprises qui avaient un site Internet. Et donc, cette crise-là a peut-être aussi fait prendre conscience aux gens qu'on ne peut plus recevoir peut-être les clients en entreprise, on ne peut plus faire des salons, on ne peut plus faire des marchés. Donc, peut-être qu'ils se sont dit, où est-ce qu'on va trouver ces nouveaux clients et comment on garde le lien, en fait, avec les clients potentiels et comment on communique auprès de sa clientèle. C'est pour ça qu'il y a eu vraiment un boom
De la création de sites Internet, on est passé de 37% à 66%, ce qui est énorme sur ces 2 années de crise. Ce qui est important aussi en termes de chiffres, c'est le fait d'avoir recours aussi au référencement. On en parlera un petit peu tout à l'heure. C'est que derrière, avoir un site Internet, un site vitrine, c'est intéressant. Mais comment sortir du lot? Comment être visible? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est capable, plus ou moins, de créer un site Internet. Mais comment arriver à se différencier sur la toile? On a énormément de concurrents. C'est peut-être aller chercher aussi d'autres outils complémentaires qui sont liés au référencement pour être justement visible sur Internet. Un autre chiffre aussi que je trouvais intéressant de mettre en avant, c'est que la vente en ligne représente en fait en moyenne 18% du chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, peut-être que vous pouvez tendre, essayer de développer en fait votre apport en termes de chiffre d'affaires, à essayer de réfléchir, est-ce que concrètement, j'ai des produits et services qui peuvent être adaptés à la vente en ligne, et essayer de créer une nouvelle stratégie de communication, une stratégie de vente liée en fait au site Internet. Donc, c'est toutes ces questions qu'il va falloir peut-être se poser avant de se lancer. Et une dernière notion aussi, quelques chiffres qui sont intéressants à mettre en avant, c'est ce côté frein que vous pouvez avoir. C'est peut-être des éléments de stress que vous pouvez avoir sur 2 notions. La première notion, ça va être tous ces outils-là, ce sont des nouveaux outils que vous devez mettre en place et ce sont des outils qui demandent énormément de temps pour alimenter, pour gérer. Et ce qui revient souvent dans les accompagnements d'entreprise, c'est à quel moment, en fait, je vais m'en occuper. Est-ce qu'il faut que je prenne un community manager? Est-ce qu'il faut que je me forme? C'est cette notion-là de temps. Et l'idée, c'est de se dire, étant donné que les choses changent, est-ce que je n'ai pas matière à essayer de me débloquer du temps pour essayer de prendre en main ces outils-là? Et il faut que ces outils-là fassent partie de votre stratégie globale d'entreprise et il faut qu'ils soient intégrés dans votre organisation. Mais c'est souvent ce qui revient, c'est à quel moment je peux m'en occuper dans mon quotidien. Et la deuxième notion, d'ailleurs, il y a une question sur le chat qui est liée à ça, c'est le stress, en fait, de se faire hacker et les problématiques qu'on voit arriver de plus en plus sur le hacking et la protection des données. Donc, c'est une notion aussi à prendre en compte quand vous vous lancez dans le digital, c'est comment arriver aussi à sécuriser et à se protéger avec l'ensemble de ces outils de communication. D'ailleurs, oui, merci Héloïse et merci Caroline aussi pour la question. Je voulais justement revenir dessus par rapport à la cybersécurité. On estime qu'il y aura environ 50 milliards d'appareils qui seront connectés d'ici à 2025. Pourquoi autant? On part du principe, à peu près, c'est d'ailleurs le slide d'après, qu'environ chaque personne aura 4 appareils connectés. Donc, ça veut dire entre un téléphone, un ordinateur, évidemment un senseur, que ça peut être que ce soit un wearables, comme on dit, les bracelets ou les montres connectées. Ça peut aussi être un objet comme une webcam, enfin tous ces objets connectés, on considère qu'il y en aura 4 par personne, ce qui fait que par définition, le risque de hacking va être aussi multiplié et l'approche des nouveaux, je dirais, défis, c'est de se protéger le mieux possible, sachant que nous sommes, en tant qu'humains, la raison principale, hein, souvent, de ces attaques, soit parce qu'on n'a pas mis à jour notre téléphone avec le dernier logiciel d'exploitation, soit parce qu'on n'a pas fait attention en laissant un mot de passe traîner. Héloïse parlera de ça juste après. Donc tous ces éléments-là font que l'être humain est au centre de cette nouvelle technologie de protection aussi. On a un site, je l'ai mis sur le chat, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le Cyber Readiness Institute, qui est basé à Washington et puis qui a une antenne à Genève, qui a mis en place une structure très, je dirais, pratique, qui permet en fait à chaque entreprise, chaque PME d'avoir un délégué à la cybersécurité qui soit formé par justement ce groupe
et qu'ensuite, il y ait des échanges réguliers, donc une sorte de communauté qui se construise. Et cette personne devient en fait le point d'ancrage pour la PME en question, pour qu'elle puisse vraiment être à jour elle-même et informer évidemment tous les collaborateurs. Donc, c'est une façon de trade the trainer, donc de permettre en fait à chaque individu de se sentir pris dans une dynamique de groupe et puis de se sentir impliqué dans les changements et dans les bonnes approches, dans les bons gestes à apporter à ses collaborateurs. Et puis évidemment, le grand défi aussi pour tous les pays, hein, c'est l'attaque d'infrastructures critiques, que ce soit sur l'énergie, la santé, les hôpitaux et les transports. On l'a vu récemment aux États-Unis avec le pipeline de gaz. Donc on sait qu'on est vraiment aujourd'hui dans une situation critique et ça devient en fait, je dirais presque des affaires d'État pour se protéger contre les cyberattaques. L'idée, avant de se lancer dans le développement ou dans la création de vos outils numériques pour essayer d'apporter votre entreprise et de faire suivre votre entreprise dans cette transition numérique-là, l'idée, c'est juste de poser les choses et de savoir concrètement ce dont vous avez besoin. C'est qu'aujourd'hui, comme on disait en introduction, le numérique, ça englobe énormément d'éléments. Donc, on a tout ce qui est lié en fait au site Internet. Mais la question à se poser, c'est se dire, est-ce que j'ai besoin d'un site Internet? Est-ce que j'ai besoin d'un site e-commerce? Et surtout, dans un site e-commerce, est-ce que j'ai la capacité derrière de pouvoir gérer en termes de produits, en termes de livraison, en termes de stock? Est-ce que financièrement, tout ce qui va être lié à la livraison, à la logistique, ça peut être intégré dans ma stratégie d'entreprise? Est-ce que c'est cohérent par rapport aux produits que je vends? Et puis après, derrière, est-ce que aussi l'objectif, c'est pas aussi d'être montrer un peu son expertise? En fait, la première question à se poser, c'est de quoi j'ai besoin en termes de site Internet. Et comme je disais aussi tout à l'heure, c'est que derrière, en termes stratégiques, vous pouvez avoir un site Internet, mais est-ce que vous avez aussi des compétences ou la notion de ce qu'on appelle le référencement? On ne peut pas lier avoir un site Internet classique sans penser derrière à la stratégie de référencement. Ensuite, ça aussi, c'est souvent les grandes questions, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu noyé avec l'ensemble de tous les réseaux sociaux, ça part un petit peu dans tous les sens. On a Facebook, on a Instagram, on a les réseaux sociaux professionnels. Et généralement, les entreprises se disent, on m'a dit qu'il faut que j'aille sur les réseaux sociaux pour communiquer, mais concrètement, lequel je vais choisir en fait? Est-ce que c'est nécessaire d'aller sur l'ensemble de ces outils-là parce que on vous a dit d'y aller dessus? Et puis, le risque, en fait, de s'éparpiller, c'est du coup d'avoir une multitude de plateformes et de ne pas les gérer en profondeur. Et du coup, ça va être aussi un élément qui va peut-être aussi vous desservir, le fait de ne pas alimenter les comptes et le fait de laisser un peu à l'abandon certains comptes. Ensuite, toujours dans les outils numériques, on a tout ce qui est lié en fait aux plateformes, aux annuaires. Que ce soit en France ou en Suisse, on a des outils comme Google My Business, des annuaires comme locals.ch ou les pages jaunes, qui permettent aussi d'avoir une autre présence que votre site Internet. Le numérique aussi, ça peut englober des solutions comme des applications, des outils externes. Et puis, on n'a pas aussi parlé de cette notion-là, c'est qu'en dehors de la visibilité supplémentaire que vous allez avoir avec des sites Internet ou des réseaux sociaux, ça peut être aussi le numérique, être intégré en termes d'organisation de votre entreprise, avec des outils de gestion de votre relation client, des outils de devis, des outils de facturation qui vont vous permettre aussi de vous simplifier en fait votre organisation en interne. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de choses. L'idée, c'est de savoir par où commencer et ce dont vous avez vraiment besoin. Premier élément, en fait, à se poser, première question à se poser, c'est concrètement quels sont mes objectifs en termes d'entreprise. Est-ce que mon objectif, c'est d'aller chercher plus de chiffre d'affaires? Donc ça, c'est toujours l'objectif premier, on est d'accord. Mais après, derrière, ça peut être aussi, est-ce que je veux gérer aussi mon réputation? Est-ce que je veux soigner mon image? Est-ce que je veux recruter? Et en fait, poser les objectifs va vous permettre justement de choisir les bons outils, les bonnes plateformes pour aller derrière développer et répondre à ces objectifs. Et la notion que je voulais aborder aussi, qui est ultra importante, c'est cette notion-là d'avoir des objectifs qui sont concrets et qui sont mesurables.
je prends toujours l'exemple, c'est comme si vous avez décidé de mettre en place des flyers et d'aller mettre des flyers dans les boîtes aux lettres. Derrière, c'est se dire combien de flyers en fait j'ai distribués et combien de personnes après sont venues à partir de ce flyer-là. C'est-à-dire que vous allez débourser 2 000 € pour aller imprimer des flyers. Concrètement, est-ce que vous avez eu un retour sur investissement concret en fait? Et ça va être exactement la même chose en fait à travers vos outils que vous allez mettre en place. Vous allez créer un site internet derrière, c'est se dire vous allez payer 1 000 €, 2 000 €, 5 000 € votre site internet. C'est se dire concrètement, au bout de 6 mois, est-ce que réellement j'ai des personnes qui sont allées voir mon site et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Aujourd'hui, que ce soit sur les sites internet, les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de gérer ces statistiques-là et de voir si votre investissement en termes de coûts, en termes d'énergie, en termes de travail, a vraiment une incidence. Donc ça, la première question à se poser, voilà, ce sont les objectifs qui vont permettre après de déterminer vos différents outils. Ensuite, que ce soit à travers la création de sites, à travers le choix des réseaux sociaux, c'est que font mes concurrents. C'est-à-dire essayer d'aller regarder un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, essayer de se démarquer pour sortir un petit peu du lot. Et le fait d'aller faire une veille et rechercher un petit peu ce que font les concurrents, ça permet de se dire « Ah, ça c'est une bonne idée, ça c'est une mauvaise idée ». C'est se dire que si mes concurrents ne sont pas sur Facebook ou sur Instagram, ben peut-être qu'il y a une raison. Peut-être qu'il ne faut pas que j'y aille parce que mon produit ne s'y prête pas. Et l'idée aussi d'aller chercher un petit peu ce que font les concurrents, c'est de trouver, comme j'ai dit, son petit plus pour essayer peut-être d'offrir une offre un peu plus développée et sortir du lot. Et une troisième notion qui est pour moi la plus importante, c'est quelles sont mes ressources? Quelles sont mes ressources en termes de budget? Peut-être que je vais avoir la question qui va arriver, mais combien coûte un site internet? Voilà, tout dépend de vos compétences et puis tout dépend du choix que vous allez faire, mais est-ce que réellement j'ai un budget à consacrer à la mise en place de ces outils-là? Ce qui est aussi très important, c'est quelles sont mes compétences en interne? Est-ce que personnellement, j'ai la capacité à me former et à monter en compétences pour essayer de prendre en main en fait tous ces outils-là avant d'aller chercher des prestataires? Ce qui peut être lié en fait au budget. Si on n'a pas de budget pour aller chercher un prestataire externe, est-ce que j'ai du temps et est-ce que j'ai des compétences et la volonté aussi personnelle d'essayer de monter en compétences pour essayer de mettre en place ces outils-là? Un autre élément aussi important avant de développer en fait sa communication, c'est de faire en fait un petit travail de veille sur ce qui dit sur Internet. C'est-à-dire que vous avez votre entreprise, vous avez peut-être eu une ancienne vie avant, peut-être que vous avez racheté une entreprise, mais l'idée, c'est déjà faire un état des lieux de ce qui se dit sur vous sur Internet et de ce qui ressort. Vous n'allez pas créer un nouveau site Internet, vous n'allez pas créer un nouveau compte sur les réseaux sociaux sans savoir déjà ce qui existe. Donc, l'idée, c'est de faire un travail de veille pour nettoyer en fait et supprimer des choses qui ne sont plus intéressantes et qui ne sont plus d'actualité. Puis généralement, peut-être que vous l'avez déjà vu passer, quand vous créez votre entreprise ou au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous avez aussi des informations et des plateformes en fait qui génèrent automatiquement des fiches au nom de votre entreprise. Donc ça, c'est à vous de reprendre en main ces outils-là et de modifier en fait ces informations, de les rectifier ou de les supprimer si besoin. Et puis après, peut-être ça va faire sourire aussi, c'est cette notion-là justement de récupération des comptes et de mots de passe. Je dis ça aussi par expérience, c'est que souvent les gens abandonnent ou le numérique devient compliqué parce qu'on est perdu entre les différentes plateformes, on ne sait plus comment récupérer nos comptes, on ne sait plus les mots de passe. Et en fait, une petite histoire de récupération d'un compte peut durer 1 journée, 2 journées, 3 journées parce que à la base, les éléments n'ont pas été cadrés, n'ont pas été enregistrés. Donc ça, c'est le plus gros du travail. Et ensuite, une deuxième notion aussi, c'est avant de se lancer
ou de travailler sur ces nouveaux outils numériques, c'est est-ce que j'ai une cohérence en termes d'identité d'entreprise? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous allez être face à beaucoup de concurrents. Et qu'est-ce qui va vous permettre de vous démarquer? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont se rappeler de vous? Ça va être votre identité, votre visibilité, votre logo, votre slogan, votre charte graphique. Et l'idée, c'est qu'avant de multiplier les comptes, les sites Internet, c'est d'avoir une cohérence globale sur votre identité, sur vos visuels. Que ce soit le flocage de vos véhicules, que ce soit vos flyers, que ce soit la charte graphique de votre site Internet. Les gens vont peut-être pas se rappeler de vous en termes de nom. Ils vont pas se rappeler de votre nom d'entreprise, mais ils vont se rappeler d'un code couleur, d'une image, d'un visuel. Donc, c'est ultra important déjà en amont, avant de se lancer, d'avoir quelque chose d'assez cohérent et de très identifiable pour sortir un petit peu du lot et qu'on se rappelle de vous. Donc, ça, c'est très important. Et concrètement, une fois que vous avez déterminé ces objectifs, que vous avez défini votre ligne éditoriale, votre charte graphique, votre logo, c'est quels sont les outils aujourd'hui qui existent pour essayer de débuter, se lancer, sans forcément derrière aller de suite sur le choix d'un prestataire. Donc, vous avez aujourd'hui des outils gratuits. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler, peut-être que vous avez déjà cet outil-là en place. Je sais que cet outil-là existe aussi en Suisse. C'est Google My Business. Google My Business, c'est un outil de référencement local qui est assez puissant aujourd'hui. C'est un outil qui est gratuit, qui vous permet d'avoir une première visibilité sur Internet pour votre clientèle de proximité. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de la slide. L'idée, c'est que vous avez la possibilité d'être géolocalisé, que les gens puissent vous retrouver localement. Et la notion qui est aussi importante dans cet outil-là, j'en parlais tout à l'heure, c'est cette notion d'avis client. C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens font attention à ce que disent les autres. Et quand ils vont choisir un prestataire, ils vont aussi, dans un premier temps, regarder en fait si les clients sont contents, si les clients sont satisfaits. Donc, cet outil-là est assez puissant si derrière, on gère aussi ce côté avis client. Et c'est un élément qui est un outil qui permet, sans même avoir de site Internet, d'avoir une première présence en ligne en mettant la description de l'établissement, en mettant des photos, des visuels, en mettant le logo de l'entreprise. Et vous avez même aujourd'hui la possibilité de créer des posts, des articles pour essayer de développer votre communication sans même passer par un site Internet. Vous avez d'autres outils aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont des annuaires. Les annuaires sont assez intéressants parce que généralement, ils sont assez bien référencés. Donc, c'est des outils qui sont aussi gratuits. Donc là, je mets juste un point de vigilance. Je ne sais pas si c'est pareil sur local.ch. Les pages jaunes en France n'ont pas forcément bonne presse parce que derrière, ils essayent de développer des outils complémentaires, donc la création de sites, du référencement. Et ce n'est pas forcément leur cœur de métier et les prix sont souvent assez chers par rapport à la prestation qui n'est pas forcément là. Donc, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est vous avez la possibilité de créer gratuitement une fiche établissement. Et c'est intéressant parce que les pages jaunes restent quand même un outil qui est ultra bien référencé sur Internet. Donc, ça vous donne une autre porte d'entrée vers votre entreprise. Juste le point de vigilance, c'est ne pas contracter de contrat avec les pages jaunes sur d'autres produits, d'autres prestations, parce que du coup, le bénéfice est très faible par rapport à l'investissement que vous allez mettre. Alors après, peut-être que local.ch sont un peu plus pro à ce niveau-là. Peut-être que Sébastien a Alors, avis. j'avoue que j'ai pas de retour sur local.ch. Je ne l'ai jamais utilisé pour une entreprise. C'est évidemment page jaune, enfin, ce serait les pages blanches en France, je crois, donc c'est l'annuaire aussi pour les individus. Il est utilisé de manière standard, hein, donc c'est un outil connu, je dirais, qui est assez répandu et puis dont on a généralement assez confiance. Maintenant, si effectivement il y a
une valeur à payer pour une entreprise, elle n'est pas forcément. Alors, je ne connais pas le montant et je ne pourrais pas dire, pourrais pas Et commenter. l'idée, voilà, l'idée, c'est que c'est aussi un outil de première inscription qui est gratuite, donc ça peut être intéressant parce que ce sont des outils bien référencés. Il y a Héloïse, il y a une question de Vincent Hervé qui demande, il dit, de dépendre de Google ou d'avis client, n'est-ce pas dangereux à terme? Comment contrer les effets négatifs? Moi, je peux donner un élément. Alors, je dirais un premier élément de réponse, Héloïse, tu complètes, bien sûr. Ouais. Mais alors, c'est dangereux et en même temps, c'est ça qui fait peut-être l'intérêt. C'est-à-dire que si vous avez un individu ou des individus qui vous recommandent en positif, ça sera plus crédible que si vous faites votre propre promotion. Par définition, ce qu'on appelle les ambassadeurs, les personnes qui ont eu un contact avec vous à travers des services que vous avez pu leur rendre, ils seront plus crédibles aux yeux de futurs clients que si c'est une publicité, évidemment, disons, payée par l'entreprise. Alors, c'est sûr que ça a un effet aussi si vous avez un effet négatif lié à un service peut-être pas à la hauteur, ça a aussi un impact, clairement. Héloïse, je sais pas Et si tu puis veux- oui, pour répondre à Vincent, je pense pas que ce soit dangereux. En fait, les gens aujourd'hui ont assez de recul pour essayer de prendre en compte l'objectivité en fait des avis. C'est-à-dire que moi, si j'arrive et que je vois 3 avis sur une fiche Google My Business, bah, peut-être je vais me tourner vers quelqu'un qui aura 150 avis avec une note assez élevée pour avoir un peu plus d'objectivité et de recul dessus. Mhm. Les gens ont conscience en fait de ça. Et puis après, pour essayer de contrer un peu les effets négatifs, ben, comme disait Sébastien, ce sera à vous aussi de solliciter les clients pour qu'ils aillent poster des avis, les ambassadeurs, comme il disait, pour essayer de faire parler les clients satisfaits, pour essayer justement de contrer des potentiels avis négatifs qu'il va y avoir. Mais voilà, juste pour revenir sur ça aussi, souvent j'ai la question, n'essayez pas de supprimer les avis parce que derrière, en fait, les gens vont trouver un autre moyen pour vous donner des avis négatifs. Donc l'idée, c'est de répondre d'un point de vue public pour que les gens aussi ils aient accès à la réponse de l'entreprise et qu'ils voient aussi comment vous communiquez avec votre entreprise. Mais je pense que les gens ont assez de recul aujourd'hui voilà, prendre les avis d'une manière complètement objective. Une autre notion aussi, c'est les réseaux sociaux. Le conseil que j'ai à vous donner par rapport aux réseaux sociaux, c'est par rapport à votre stratégie d'entreprise, par rapport à votre client. Vous n'êtes pas obligé peut-être d'aller obligatoirement sur les réseaux sociaux en fait. L'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous multipliez en fait les comptes sur les réseaux sociaux, ça peut vous desservir parce que si vous alimentez pas, les gens vont arriver sur votre page Facebook ou votre compte Instagram qui sera vide. Et en termes d'image, de notoriété, ça va plutôt vous desservir. Donc l'idée, c'est peut-être essayer de réfléchir à ça marche plus. Concrètement, est-ce que ma cible est vraiment présente sur les réseaux sociaux? Est-ce que mes prospects, je vais pouvoir les trouver sur Facebook ou sur Instagram? Comme tout à l'heure, est-ce que mes concurrents sont dessus? Si je vois qu'aucun de mes concurrents, je suis électricien et je veux être sur Instagram, est-ce que concrètement, sur Instagram, je trouve mes concurrents? Et est-ce que je suis capable de produire du contenu qui répond en fait à l'objectif de la plateforme? Sur Instagram, on est plus sur des visuels assez sympas, assez jolis, assez artistiques. Est-ce que en tant qu'électricien ou plombier, j'ai de la matière à alimenter régulièrement mes comptes? Et surtout, suis-je prêt aussi à consacrer du temps et à quelle fréquence? C'est les questions aussi à se poser. Est-ce que peut-être que je ne peux pas mettre mon énergie et mettre du budget sur peut-être des flyers et de la distribution de flyers? Voilà, ça c'est la cohérence et prendre les réseaux sociaux comme une stratégie globale. Juste un petit focus sur les réseaux sociaux. Une notion aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que chaque réseau a son propre objectif. Instagram, en fait, on va être plus sur quelque chose de très joli, c'est que les gens viennent sur Instagram pour se distraire et pas forcément acheter des produits. Donc aujourd'hui, on a des outils comme les boutiques Facebook, les boutiques Instagram pour pouvoir vendre concrètement, faire de la publicité. Mais derrière, il faut que vous puissiez avoir du contenu qui répond en fait à l'objectif de chaque plateforme.
je vous ai mis des exemples en termes de réseaux sociaux. Aujourd'hui, en fait, pour gérer une communication sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur Instagram, on a cette notion-là de communauté. On est sur les coulisses et l'histoire de l'entreprise. On est sur une dimension qui est très humaine. Et l'idée, à travers les réseaux sociaux, c'est de créer une communauté. Donc, je mets bien un point de vigilance dans le sens que l'objectif premier de Facebook et d'Instagram, par exemple, ce n'est pas de vendre directement. Et il y a cette notion-là de création de communauté qui va demander en fait un investissement personnel de la part du chef d'entreprise pour peut-être se mettre un petit peu en avant, essayer de trouver une stratégie pour impliquer sa communauté, pour faire vivre les réseaux sociaux. Donc là, je vous ai pris l'exemple d'une entreprise qui vend des sous-vêtements et derrière, en fait, elle utilise les réseaux sociaux, elle utilise sa communauté pour créer ses propres contenus, c'est-à-dire qu'elle sollicite sa communauté et elle va aller chercher des clients potentiels pour faire ses propres photos comme des mannequins, en fait. Là, on est vraiment dans l'aspect communautaire et c'est ce que les gens viennent chercher à travers les réseaux sociaux. Et ce qui va être aussi important, c'est le côté qualitatif en fait, des visuels. C'est-à-dire qu'on consomme les réseaux sociaux, on navigue sur les réseaux sociaux et on va s'arrêter sur des visuels de qualité. Donc, le conseil que je donne aussi, c'est peut-être prenez le temps d'investir dans des outils, d'investir dans peut-être faire appel à des prestataires comme des photographes pour essayer d'avoir des éléments de qualité qui vont vous servir à la fois sur votre communication globale sur les réseaux sociaux et qui pourront aussi alimenter vos sites Internet. Autre notion aussi, par rapport à la création de sites Internet, aujourd'hui, vous avez des solutions en ligne, ce qu'on appelle des CMS, comme Wix, Jimdo, WordPress. Ce sont des outils qui permettent de créer des sites Internet sans même avoir en fait de compétences numériques. L'idée, le conseil que j'ai à vous donner, c'est que si vous partez sur la création d'un site Internet ou si vous passez par un prestataire, le plus important, ça va être de mettre en place votre propre cahier des charges, en fait. Le cahier des charges, c'est quoi? C'est juste définir, en fait, votre arborescence, définir les fonctionnalités dont vous allez avoir besoin sur le site Internet et définir, en fait, le cadre de votre site Internet. Et les conseils que j'ai à vous donner, ça va être, quand vous passez par un prestataire, de faire plusieurs demandes de devis. C'est qu'aujourd'hui, on peut aller d'un site Internet à 100, 200, 500 euros à plus de 30 000 euros. L'idée, c'est d'avoir le choix, en fait, dans le choix de prestataire et faire le comparatif des différents devis. Si vous décidez de créer un site par vous-même, que ce soit par Wix, Jimdo, ce sont des solutions assez accessibles, n'hésitez pas à tester les versions gratuites, comme des outils aussi de CRM ou de logiciels. Vous avez toujours une offre gratuite qui vous permet de tester, essayer de prendre en main l'outil pour voir si ça vous correspond ou pas. Autre conseil aussi que j'ai à vous donner, c'est essayer de monter en compétences, essayer de suivre des webinaires, de suivre des formations, des tutoriels en ligne pour essayer de comprendre aussi comment fonctionnent ces outils-là et surtout acquérir du vocabulaire pour pouvoir négocier aussi avec le prestataire et comprendre comment ça fonctionne concrètement de l'intérieur. Là, je vous ai mis quelques exemples de création de sites d'entreprise que j'ai pu accompagner ou qui ont utilisé justement des sites comme Wix, comme PrestaShop, comme WordPress. Et là, voilà, le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'essayer de faire quelque chose de fluide en termes de navigation, d'aller à l'essentiel en termes de messages et
d'essayer d'avoir des visuels de qualité. C'est ça qui va faire la différence. Je ne sais pas si vous, voilà, si vous voyez en termes de visuels ces 3 sites. On est sur 3 outils différents. Mais ce qui fait la qualité de ces sites Internet-là, c'est la cohérence, c'est ce que je disais tout à l'heure, de la charte graphique, la cohérence du logo et la qualité des photos. Et la dernière notion aussi, ça va être d'essayer d'associer aussi le site Internet vitrine à un travail à faire sur le référencement. Autre élément aussi, on n'en a pas parlé, c'est des exemples d'entreprises aussi qui ont développé donc, des logiciels justement pour développer leur activité. Donc, le numérique, c'est aussi la mise en place de fonctionnalités, la mise en place de logiciels qui va permettre de faire évoluer aussi l'entreprise. Donc, j'ai pris l'exemple d'une pizzeria sur Samoins, en Haute-Savoie, qui avait un restaurant, une pizzeria. Et puis, en fait, en pleine période d'hiver, il n'avait pas le temps en fait, de gérer toutes les demandes. Et donc, il a décidé de mettre en place justement un distributeur de pizza pour derrière essayer de faire augmenter son chiffre d'affaires sans perdre la qualité aussi de ses pizzas. Donc, il a juste mis une annexe de sa pizzeria à un autre endroit pour essayer de développer son chiffre d'affaires. Et j'ai un artisan aussi fromager, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Sandwich, qui développait un concept de distributeur à fondu. Et derrière, en fait, il a mis en place tout un système, un logiciel qui va permettre à tous les franchisés, donc son concept, c'est qu'il vend la franchise, c'est qu'il vend la machine. Et derrière, le logiciel va permettre en fait de générer automatiquement des commandes de la part des franchisés quand la machine n'a plus de stock, quand il n'y a plus de produits, de consommables. Automatiquement, il a mis en place une commande automatique pour faire après les livraisons et puis la gestion des stocks auprès de ses franchisés. Donc ça aussi, c'est une mise en application en fait du développement du numérique au sein des entreprises. Héloïse, avant Oui. de passer à la suite, il y a une question de Yannick Fornet qui demande où trouver les tutoriels les plus efficaces pour construire son site. Je répondrai à la fin parce que je crois que j'en parle dans la dernière slide. Je voulais aussi terminer sur 2 notions qui sont aussi importantes avec quelques peut-être des outils. Je vous ai mis une slide sur les mots de passe voilà, les plus utilisés en 2020. Vous voyez, c'est pas très qualitatif. Alors, moi, la première, hein, l'idée, c'est que je n'ai pas envie non plus de me perdre dans tous ces mots de passe. Mais pour répondre à la question de tout à l'heure sur le hacking, l'idée, c'est d'avoir des mots de passe assez compliqués et d'échanger régulièrement pour éviter de se faire hacker. Il y a de plus en plus de comptes sur les réseaux sociaux qui se font pirater. Je vous ai mis à côté, en fait, des outils qui permettent, des générateurs de mots de passe, en fait. Des applications qui permettent de générer et de changer, de modifier régulièrement vos mots de passe sans que vous ayez besoin de le faire par vous-même. Et une dernière notion aussi, peut-être que vous avez déjà entendu parler des RGPD. Donc, ce n'est pas un gros mot, les RGPD, c'est ce qu'on appelle la réglementation de protection des données. L'idée, c'est que à partir du moment où vous récupérez des données personnelles, que ce soit dans votre entreprise ou sur vos sites Internet, vous récupérez des données clients. Il y a une obligation aujourd'hui liée à la réglementation des protections des données d'informer les gens que vous faites ces données-là. Donc là, je vous ai juste mis un lien du guide en fait, de pratique de sensibilisation au RGPD, juste pour voir en fait à votre niveau, au sein de votre entreprise, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place et qu'est-ce qui est obligatoire de mettre en place au sein de vos organisations pour être conforme à cette réglementation-là. Après, peut-être que ça, c'est lié à une réglementation européenne de la protection des données. Peut-être que Sébastien a autre chose à ce niveau-là. Non, la Suisse, pour l'instant, bon, elle est en train de réviser ça. Elle vient, je crois, d'ailleurs d'être acceptée, la révision en Suisse, mais elle est basée sur la RGPD dans les grandes lignes. Hein. Il y a deux, trois nuances. Voilà.
mais c'est vrai que ça reste un point de référence. Voilà, je voulais l'aborder parce que peut-être que vous avez déjà entendu parler. C'est concrètement à quoi ça correspond. C'est pareil, à l'intérieur des RGPD, il y a énormément d'éléments, de données. C'est juste vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous sécuriser, en fait. Et puis, pour conclure, on voulait aussi aborder les initiatives, les projets, peut-être, Sébastien, en Oui, Suisse. alors bon, c'en est trois parmi plusieurs, en fait, justement à travers Digital Switzerland, qui est donc cette association, fondation qui regroupe à la fois des partenaires privés, publics, académiques et non gouvernementaux. On a lancé, alors il y a trois exemples autour, entre autres, par exemple, du Swiss Data Center Efficiency, donc là, la capacité d'améliorer l'efficacité des data centers, sachant que ce sont des gouffres en énergie. Là, autour d'une table, se sont réunis les acteurs du cloud, donc le HP, entreprise, la Confédération à travers l'Office fédéral de l'énergie, des hautes écoles, les PFL, la Haute École de Lucerne, Green IT, enfin j'en passe, et d'autres. Et ensemble, ils ont redéfini un moyen de calculer l'efficacité énergétique d'un data center. Et puis, ils ont créé une association qui maintenant devient en fait une référence et peut définir ou donner des labels de certification autour de l'efficacité des data centers. Donc, ça, c'est un des projets très concrets qui a été mis en place il y a maintenant déjà 2 ans. Dans un autre domaine, c'est de définir un espace géographique en Suisse autour des voitures autonomes, donc de pouvoir permettre comme ça à certains véhicules de se déplacer dans une zone sécurisée, mais quand même, si on veut, dans une simulation de ce que ça pourrait être en cas réel. Et là aussi, les hautes écoles, Microsoft, La Poste, Swisscom, qui ensemble définissent les règles de base pour essayer d'utiliser des voitures autonomes. Et puis un dernier secteur aussi qui est vraiment lié à l'activité bancaire suisse autour ce qu'on appelle le DLT, donc le Distributed Ledger Technology, c'est la distribution, disons, des données sur plusieurs structures qui permet comme ça de garantir à travers la blockchain une sécurité accrue dans l'échange de données, dans le domaine de la banque, dans le domaine, disons, des écosystèmes financiers. Donc voilà trois projets qui ont été initiés au travers de Digital Switzerland. Et donc, je voulais conclure aussi avec différents dispositifs. Peut-être ça va répondre à la question de Yannick sur les ressources que vous pouvez avoir côté français, pardon. Donc, en interne, on a au niveau de la Chambre des métiers, on a voilà, le catalogue formation avec pas mal de formations numériques, notamment la création de sites, la gestion des réseaux sociaux. Il y a aussi, pour répondre à la question de Yannick, l'ENE, Entreprise et Numérique, qui est une entreprise basée sur Lyon, qui met en place une plateforme avec des webinaires qui sont accessibles et gratuits. Il faut juste s'inscrire et avoir un numéro SIRET. Et en fait, vous pouvez suivre des webinaires sur 1 heure sur différentes thématiques comme comment lancer son site internet, comment construire un cahier des charges, comment gérer voilà, les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à aller sur la plateforme. Vous avez un agenda qui est en ligne pour essayer de vous inscrire à ces webinaires-là. Vous avez au sein de la Chambre des métiers donc le programme aussi Atout numérique qui est porté par l'ENE, qui permet d'accompagner, donc c'est mon rôle en interne, qui permet d'accompagner en fait les entreprises sur 6 mois, 1 an sur le développement de leur outil numérique. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter également par rapport à ça. Et vous avez aussi la plateforme France Num, j'en ai parlé au tout début, France Numérique. C'est le portail de la transformation numérique qui met à disposition en fait des annuaires de prestataires, qui met à disposition des fiches pratiques, des fiches thématiques et qui fait le lien aussi avec certains webinaires pour essayer de se former et monter en compétences. Donc déjà, entre l'ENE et le portail de la transformation numérique, vous allez avoir une bonne base pour essayer de vous former, d'aller piocher un petit peu des idées et des tutoriels à droite, à gauche.
Et puis peut-être pour compléter, Loïse, en Suisse, c'est vrai qu'on travaille, comme on le disait au début, beaucoup avec le privé. Donc, en l'occurrence, le centre patronal dans le canton de Vaud, la Fédération des entreprises romandes, la CVCI et d'autres chambres de commerce soutiennent des activités de formation dans le domaine de la transition numérique. Donc, elles ont chacun selon les chambres professionnelles, leur propre structure et s'adaptent évidemment au contexte dans lequel les besoins sont nécessaires. Donc voilà un peu une approche aussi possible en Suisse. Merci Héloïse et Sébastien pour vos propos, c'était fort intéressant. Moi, j'ai juste encore une question pour Héloïse avant que nous arrivions à la conclusion parce que c'est l'heure, gentiment. Héloïse, quand on fait un site de vente en ligne ou qu'on veut vendre quelque chose en ligne, quelles sont les possibilités d'utiliser des plateformes existantes? On connaît Amazon, on connaît Galaxus en Suisse. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait recommander pour une entreprise qui veut débuter ses ventes en ligne? Vous avez des plateformes comme Etsy, par exemple, surtout dans l'artisanat. Le conseil que j'ai à donner, c'est de trouver des plateformes qui sont déjà bien référencées. C'est-à-dire qu'avant qu'une entreprise crée son site Internet, crée son site e-commerce et que son site soit bien référencé, elle peut débuter par Etsy. Tout à l'heure, j'ai montré une slide d'une personne qui faisait de la lingerie. Elle vend que sur Etsy parce que c'est une plateforme qui est très bien référencée et qui permet d'avoir une première présence et d'avoir, en termes de fonctionnalité, un tarif qui est assez intéressant en termes de commission. Donc, le conseil, c'est trouver des plateformes qui sont déjà connues par le grand public et de faire le comparatif sur les commissions que chaque plateforme prennent par rapport aux produits. Et après, derrière, c'est de ce que je disais aussi, c'est de voir est-ce que logistiquement, en termes de packaging, en termes d'envoi, en termes de stock, est-ce que c'est cohérent par rapport à l'entreprise. Et juste pour rebondir sur voilà, cette question-là, c'est que depuis la crise sanitaire, il y a énormément de plateformes qui se sont créées, des plateformes régionales de vente en ligne, des plateformes locales, Mon Commerce, Ma Ville, Mon Shopping. Et en fait, toutes ces plateformes-là ont été développées en état d'urgence, mais les personnes ne les connaissent pas forcément, le grand public ne connaisse pas forcément. Donc, mon conseil, c'est peut-être se tourner vers des plateformes qui existent depuis un moment, qui ont un bon référencement, en fait. Merci beaucoup. On voit le numérique, la numérisation de l'entreprise, c'est pas seulement avoir un site Internet, c'est pas seulement avoir un laptop sur son bureau, mais c'est vraiment créer une communauté, c'est vraiment créer des boucles de valeur entre les différents acteurs. Et on a toute cette problématique aussi, non seulement du référencement, mais également du retour client, de l'information du client. Il y avait une question tout à l'heure sur comment gérer des retours négatifs. Je crois que là, avoir un community manager ou faire en tant que patron prendre ce rôle de community manager et donner des réponses, c'est la meilleure façon en fait de casser le bad buzz. Là, il y a pas mal de choses à faire. Héloïse, est-ce qu'il y a encore quelques conseils à ce niveau-là que vous pourriez avoir? Sur les avis clients? Oui. Un conseil, c'est de mettre en place une veille de son e-réputation, en fait. De prendre le réflexe, en fait, au quotidien, d'aller checker, en fait, ses comptes, d'aller checker ses différentes plateformes, parce que ce soit sur les pages jaunes, que ce soit sur Google My Business, que ce soit sur Facebook, les gens ont la possibilité de mettre des avis. Donc, c'est juste intégrer dans sa communication, dans son organisation au quotidien, d'aller vérifier régulièrement les avis qui sont postés, les questions qui sont postées. Et vous avez la possibilité aussi d'aller solliciter, c'est ce que je disais tout à l'heure, solliciter vos clients, vos ambassadeurs, vos prescripteurs pour qu'ils aillent booster aussi vos avis clients. Alors, c'est souvent difficile d'aller demander en direct aux gens d'aller poster un avis. Souvent, j'ai la réflexion en disant ah, ça, je ne sais pas faire, je suis un peu mal à l'aise à demander en fait des avis clients. Mais c'est une démarche de fidélisation en fait. Et il ne faut pas hésiter à les solliciter pour
qu'ils deviennent prescripteurs et pour que ce soit complètement objectif. Mais je sais que régulièrement, j'ai ce côté-là où on me dit, j'ai du mal à aller demander des avis clients. Mais en fait, les clients satisfaits vont pas refuser en fait. Ils vont pas refuser. Il faut juste prendre le réflexe d'aller les solliciter. Donc, ça demande un peu d'investissement personnel et humain. humain. Et c'est là que l'humain est aussi important. Le numérique est au centre de notre débat, mais je crois que c'est l'humain qui fait le numérique quelque part. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat et dans les questions-réponses. C'est vrai qu'on a un des soucis, c'est le hacking, on en parle beaucoup. Je ne crois pas qu'on va avoir plus de détails aujourd'hui là-dessus. C'est quelque chose auquel il faut faire attention. Le mot de passe, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Héloïse en a parlé. Et puis l'échanger régulièrement, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, je pense que je vais conclure ici, à moins qu'il y ait encore des questions qui arrivent. Ça ne semble pas être le cas. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. J'espère qu'il vous a intéressé. Donc, vous pourrez retrouver en ligne la vidéo pour ceux qui ont participé. Elle sera mise plus tard sur le site de l'ULAM, le site de l'ULAM qui nécessite quelques refontes. Nous en sommes conscients. Et les slides aussi seront sur le site de l'ULAM quelque temps après cette conférence. Je vous remercie. Ah, je vois qu'il y a une question qui vient d'arriver. Ah, c'est un merci aux organisateurs. On apprécie toujours les merci. Moi, je dis merci aux personnes des associations qui m'ont aidé à monter ce webinaire. Un très, très grand merci à Héloïse pour son expertise du terrain, de l'accompagnement des entreprises vers le numérique, la numérisation, et à Sébastien pour sa vision transversale et un peu plus d'altitude pour certains éléments qui nous a amené aussi l'image que le numérique, c'est quelque chose d'extrêmement important qui va se développer et on ne peut pas y passer à côté. Je vous souhaite à toutes et à tous encore une excellente journée. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui sur ce webinaire de l'ULAM. C'était le dernier de l'année. On en aura certainement quelques-uns l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël. Bonne année. Au revoir. Belle fête à tous. Merci à vous. Merci, au revoir.